Je ne pense pas qu'on devrait décrire la situation comme aussi Je l'ai rose. volontairement un peu Non, c'est caricaturé. tout à fait. Vous avez forcé le trait. Non, je pense qu'il y a quand même une très nette tendance d'une grande partie de l'action humanitaire vers une insertion dans un agenda politique, et il y a beaucoup d'actes rejet de cette action humanitaire qui se mêle à la politique. Donc je suis quand même très clairement sous l'impression que le CICR, avec son insistance sur la neutralité et l'indépendance, et quelques acteurs comme par exemple MSF, sont plutôt seuls. Et toute une série d'ONG, de facto, se sont insérés dans des mécanismes, je dirais, de coordination politico-humanitaire, et font d'ailleurs, et le payent aussi souvent très cher, avec un rejet de leurs actes. Donc je pense qu'on est dans une situation assez critique, avec une tendance qui va vers l'intégration de l'action humanitaire, politique et militaire dans une architecture. Et cette tendance est dangereuse parce qu'évidemment, il faut une masse critique, je dirais, de l'action indépendante et neutre Et elles rend plus poreuses les pour limites. véritablement être comprise. Donc il y a énormément de problèmes de sécurité que tous les acteurs connaissent, y inclut les acteurs qui véritablement cherchent à vivre cette indépendance et cette neutralité, parce qu'elle ne se déclare pas. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une des grandes confusions. Il y a beaucoup d'acteurs qui pensent en déclarant, en utilisant les mots magiques indépendant et neutre, ma foi que ça marche. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, je dirais la preuve, c'est la réaction, c'est les belligérants qui décident si vous êtes neutre ou non, c'est pas vous. C'est la réaction, c'est le miroir que les belligérants vous tentent, Donc qui c'est bien la finalement est perception important qu'ils pour ont la perception. Donc la gestion de la perception n'est pas une gestion, je dirais, où il y a incohérence, incongruence entre les actes et puis, je dirais, le discours est excessivement important. Et une des complications aujourd'hui, on est pour moi, il a fait allusion, et finalement, que tout ça se construit aujourd'hui sur un plan global. Vous ne pouvez pas avoir une identité en Afghanistan et puis un tout petit peu utiliser les escortes armées au Yémen et puis après penser en Irak, vous avez encore une troisième. Les gens se parlent, les gens se regardent, les gens suivent extrêmement attentivement ce que vous dites et ce que vous faites. Et nos équipes, par moments, sur le terrain, au Darfour, dans des coins ruraux, sont interpellées par des gens qui disent ouais, c'est intéressant, il y avait tel et tel, je dirais, discours ou tel et tel argument qui était avancé, c'est bien, c'est pas bien, donc on est interpellé par rapport à d'autres contextes. Et je pense là, il y a un énorme défi qui est posé aujourd'hui à l'action humanitaire, et je ne suis pas sûr du tout que je dirais que le trend va dans un sens positif. Et je pense, si vous permettez juste que j'ajoute encore l'argument, ou plutôt la dimension qui me semble absolument essentielle, et cette tendance de non-reconnaissance de la belligérance. Ça veut dire de plus en plus d'États aujourd'hui ont une tendance de très rapidement déclarer que l'acteur qui est opposé est terroriste. Et puis si cet acteur, même si cet acteur, je dirais, attaque après une cible militaire conformément au DIH, dans une situation de conflit armé non international, il est tout de suite taxé. C'est une attaque terroriste. Si vous lisez une fois la presse et regardez un tout petit peu qu'est-ce qui est aujourd'hui appelé terroriste, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, ça a comme conséquence que tout à coup, l'acteur, le groupe armé, au fond, peu importe comment il se comporte, s'il se limite à quelque chose qui serait au fond licite selon le DIH, ça veut dire vraiment attaquer que des cibles militaires avec un respect pour la population civile, ou non, en tout cas il est terroriste. Donc c'est pas, je dirais, très motivant. Je ne veux pas dire que si ces distinctions étaient faites, je ne veux pas être angélique et dire que ça ne réglerait pas tout le problème, mais quand même c'est un problème pour ces acteurs parce que pour faire pression sur eux, ils disent mais finalement respecter ou pas respecter, en tout cas moi je suis dans le panier des terroristes, quoi que je fasse. Donc ça ne rend pas les choses faciles. Je pense aussi que ça rend très difficile après de tourner la page et arriver à un règlement politique d'un conflit, parce qu'avec des terroristes, comment vous négociez avec des terroristes? Vous pouvez être pris par votre propre logique en tant qu'État. Et troisièmement, il y a évidemment après aussi une tendance, je dirais, que si vous vous battez contre des terroristes, et admettons, dans votre perception et dans votre étiquetage, et admettons que ce groupe véritablement utilise un mélange, ce qui est souvent le cas entre, je dirais, des actes qui sont licites selon le droit de la guerre et des actes vraiment terroristes, ma foi, il y a une tendance après à une érosion. Si vous vous battez contre le terrorisme, ma foi, on ne va pas quand même, peut pas tout respecter, c'est un peu le monde qui change. Et là, on entre dans une sorte de spirale extrêmement dangereuse. Donc je pense qu'une première étape très importante serait une plus grande, je dirais, honnêteté intellectuelle par rapport à l'utilisation, une plus grande intelligence, je voudrais presque dire, par rapport à l'utilisation du mot
terroriste. Et là, je ne parle pas du terrorisme, mais je parle déjà de l'acte terroriste. Michel Beutet, peut-être Oui. apporter une précision à l'usage. Oui, non, il y a peut-être deux éléments. C'est-à-dire qu'effectivement, la reconnaissance de l'état de belligérance, d'abord, c'est presque une notion, j'ose pas dire vieillie ou surannée, mais c'est vrai que c'est une notion qui est très difficile pour un État de reconnaître qu'il fait face à un conflit armé. Et même en vertu de l'article 3, par exemple, les Britanniques n'ont jamais reconnu l'applicabilité de l'article 3, que ce soit, je ne dis pas en Palestine parce que ça s'est passé avant l'article 3, en 48, mais que ce soit au Kenya, que ce soit à Aden, que ce soit à Chypre, mais malgré tout, on laissait le CICR agir. Donc là, c'était un élément important. Il y a l'élément juridique, mais il y a aussi l'élément humanitaire. Donc c'est pas parce qu'on dénie l'applicabilité du droit qu'on refuse aussi l'entrée aux humanitaires. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un intérêt propre, même à des acteurs non étatiques qui ne se verraient pas reconnaître comme partie à un conflit par leur adversaire, de respecter. Parce que un mouvement insurgé qui attaque systématiquement la population civile, pas besoin de donner de nom, mais très vite, ça aliène sa propre population. Donc, c'est dans son propre intérêt je dirais, respecter les civils, et y compris les civils ennemis. Je me souviens avoir eu des contacts avec des mouvements de libération africains, et puis il y en a qui me disaient, regardez, ces femmes blanches qui sont là, elles s'exercent au tir, elles ont des pistolets chez elles. Je dis oui, très bien, mais si vous attaquez systématiquement toutes les femmes blanches parce vous pourrez avoir des pistolets, eh bien vous risquez de vous aliéner toute la population européenne. En revanche, si vous attaquez seulement l'armée rhodésienne, puisque c'était des Rhodésiens à l'époque, eh bien je dis peut-être qu'un jour vous arriverez quand même à discuter aussi avec la population rhodésienne et qui acceptera. Et effectivement, il y a eu une transition. Et je pense qu'il y a aussi souvent une distinction entre des politiques qui, eux, dans le confort et la sécurité de leur capitale, ne voient pas très bien pourquoi, quel serait leur intérêt de justement accorder quoi que ce soit, y compris même l'article 3, à des gens qui se battent contre eux. En revanche, des militaires, et ça on l'a vu aussi avec les Portugais, mais on le voit peut-être avec d'autres, on l'avait même vu, je me souviens d'un professeur Parch qui était lui-même impliqué dans la Deuxième Guerre mondiale et qui me disait, mais même les troupes allemandes avaient des contacts avec les partisans italiens parce que les militaires parlent à leurs adversaires. Parce que pour finir, ils finissent par se rencontrer non seulement les armes à la main, mais aussi, à un moment donné, on discute d'une trêve pour ramasser des blessés, on discute d'échange de prisonniers. Donc je dirais souvent, le militaire connaît mieux l'aspect droit humanitaire dans son intérêt propre que le politique. Et c'est peut-être là où il faudrait reprendre le dialogue à la base. Il ne faut pas oublier que c'est justement les militaires qui, eux, ont commencé le droit humanitaire, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit même dans le droit positif. Maintenant, on voit bien que c'est les instructions de Libère dans la guerre de sécession qui ont fait le droit humanitaire moderne, et qu'ensuite, y compris à Solferino, c'était bien sûr Henri Dunant, mais c'était surtout les officiers français qui ont accepté de collaborer avec Dunant. Donc je dirais, le droit humanitaire n'est pas une question juridique, ne devrait pas être une question politique, mais est une question aussi d'intérêt bien compris d'un militaire qui comprend que sa mission, il peut l'accomplir tout en restant un être humain.